Bonsoir, bienvenue à tous. Ce soir, pour cette deuxième nuit de la lecture, nous allons célébrer, partager, aimer, fêter tous ensemble les livres. Ces livres qui nous relient et qui nous font bien souvent tellement de bien. Mais avant toute chose, merci à tous. Merci en premier lieu à la photographe Francesca Mantovani, qui nous a amenés ici à la Maison de la Poésie avec ses magnifiques portraits que vous avez peut-être pu apercevoir en attendant d'entrer dans la salle. Portraits de lecteurs que nous réalisons ensemble pour notre site Reading Wild et qui sont exposés depuis quelques jours donc ici. Merci à Olivier Chaudenson et Arnaud Catherine pour la confiance qu'ils nous ont accordée en nous offrant de fêter sur cette scène la nuit de la lecture avec vous. Merci à tous nos invités que vous allez découvrir bientôt, qui nous ont dit oui de tout cœur pour partager un peu de leur amour des livres avec vous ce soir. Merci à Félix Libris, star international de la lecture à voix haute, qui va accompagner nos entretiens en lecture. Et merci au Centre national du livre, partenaire de cette belle soirée. Mais surtout un grand merci à vous, tous et chacun, pour votre présence, car ce moment existe pour et grâce à vous, mes chers et précieux book lovers. Comme l'a écrit Alberto Manguel, chaque lecteur existe afin d'assurer à un livre donné une modeste immortalité. La lecture est en ce sens un rituel de renaissance. Alors ce soir, faisons renaître ensemble un peu de nos livres préférés. La nuit de la lecture avec Reading Wild à la Maison de la Poésie. C'est parti. Alors ce soir, nous avons la chance d'avoir avec nous un invité expert qui sera notre fil rouge, peut-être notre fil d'Ariane tout au long de la soirée. Il est critique littéraire, directeur de recherche au CNRS et surtout il est l'auteur d'un des essais les plus remarqués de ce début d'année, Réparer le monde, la littérature française face au XXIe siècle, publié aux éditions José Corti. Alexandre Geffen, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors Alexandre, merci d'être avec nous parce que vous êtes partout avec votre livre. C'est un grand succès, je crois que vous avez un très bel accueil. Mais alors vraiment la première question, parce que vous êtes donc directeur de recherche au CNRS, et c'est très rare que des experts comme vous s'intéressent à la notion de thérapie dans la littérature. Donc tout simplement, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre ? C'est un livre qui parle de la lecture, mais qui parle avant tout de l'écriture, qui parle des écrivains contemporains, des écrivains du XXIe siècle, dans leur manière de nouveau s'intéresser au monde, de travailler avec le monde, de vivre dans le monde. Et cette manière qu'a la littérature de nouveau d'habiter nos cités, d'habiter notre mémoire, de nous aider à devenir ou à nous retrouver nous-mêmes, me semble quelque chose qui est assez nouveau finalement lorsqu'on vient d'une tradition littéraire marquée en France par un certain isolement de la littérature, une manière de s'enfermer en elle-même. Ça peut être le cas peut-être du nouveau roman, en tout cas ça peut être le cas de cette littérature qui ne voulait pas parler du monde, qui voulait faire des romans sur rien. Eh bien, je crois que depuis une quinzaine d'années se manifeste une littérature qui souhaite intervenir sur le réel, qui souhaite vraiment le modifier, le corriger, le réparer avec les moyens de l'écriture. Alors ça, c'est une partie de la réflexion. L'autre partie, c'est sur la manière dont nous investissons à nouveau la lecture, qui n'est plus une activité anodine, ordinaire, mais qui devient une activité fondamentale, essentielle à nos vies, parce qu'elle va conditionner, parce qu'elle va construire notre identité, notre rapport au monde, nous permettre d'habiter des formes de vie qui ne sont pas les nôtres, de voyager en autrui. Et je crois que cette valorisation de la lecture, dont cette nuit de la lecture témoigne, vraiment méritait un livre. Alors effectivement, cette approche fonctionnelle et thérapeutique est inhabituelle. Quel est l'accueil réservé à votre livre, du côté peut-être des littéraires de la littérature ? Alors, il y a des gens qui se reconnaissent, ceux qui allaient faire de la lecture dans les hôpitaux, ceux qui essayaient de promouvoir les ateliers d'écriture en prison, ceux qui considéraient que l'exercice autobiographique n'était pas que du narcissisme, mais pouvait apporter à l'individu une forme de partage aussi. Ceux qui considèrent que la critique littéraire n'est pas seulement une manière de faire l'histoire littéraire ou de théoriser, mais aussi d'échanger avec les autres sciences humaines, de partager des réflexions avec les gens qui s'intéressent aux fonctionnements mentaux, avec ceux qui s'intéressent à la sociologie. Donc ceux qui sont
dans ce partage, dans cette littérature transitive, dans cette littérature qui prend des objets pour elle-même, se sont reconnus dans ce livre. Alors j'ai eu des réactions plus étranges. On m'a accusé, on m'a dit que, au fond, ce livre marquait une certaine mort de la littérature, puisque la littérature, lorsqu'elle aurait quitté son idéal absolu, son idéal de solitude, ne serait plus littérature. Eh bien, non, c'est un livre, je crois, qui défend l'idée que la littérature peut s'intéresser aux problèmes du réel, tout en étant de la haute littérature. Et les auteurs que j'essaie d'évoquer, Maïs de Kerangal, François Bon, Emmanuel Carrère, me semblent vraiment relever de ce nouveau paradigme, qui est un paradigme d'intervention, de réparation, qui peut aller jusqu'à la thérapeutique. C'est ce qu'on évoque lorsqu'on parle de la bibliothérapie, cette manière qu'on a maintenant, pour aller mieux, de recommander des livres. Il y a des médecins qui le font, il y a des ateliers de bibliothérapie, Régine Détambel, il y a cette manière un peu drôle qu'on peut avoir parfois aussi en Angleterre, comme le fait Alain Breton, de prescrire la lecture de Proust pour surmonter un deuil, pour régler les rapports amoureux problématiques. J'ai des petites questions là-dessus. Alors, Alexandre Geffen, vous allez tout au long de la soirée nous accompagner. Vous allez être un peu notre petite lumière, celle de la connaissance. Mais comme vous le savez, tout au long de la soirée, des personnalités fidèles du projet Reading One vont me rejoindre sur scène pour partager avec vous et avec nous leurs livres préférés et leur manière de lire. Et c'est déjà le moment du premier questionnaire. Alors notre première invitée est probablement née entourée de livres. Elle a aimé les lire, aujourd'hui elle aime aussi les écrire, mais chez elle, à la petite musique de la phrase, s'est mêlée très vite la mélodie et le chant. Artiste plurielle, chanteuse, poète, musicienne, écrivain. Chez Marie, tout n'est qu'affaire d'harmonie. Son tout nouvel album Pauvres chansons sortira le 9 février et sera accompagné d'un recueil de poèmes associés, Pauvres chansons et autres poèmes, dans la collection L'Arbalète chez Gallimard. J'ai le plaisir d'accueillir maintenant pour vous Marie Modiano. Bonsoir Marie. Alors Marie, merci d'être là avec nous. Je sais que vous partez très tôt demain matin pour Stockholm. Oui. Donc, merci d'être venu fêter la nuit de la lecture avec nous. Ça marche? Ça marche? Oui, ça marche. Ça y est. C'était le temps que voilà. Donc, merci de venir partager. Merci à vous de m'inviter. Je suis très contente d'être ici. Vos livres de chevet. Alors, il y a une première question un petit peu rituelle, Marie. Quelle lectrice êtes-vous ? Alors, je crois que je suis une lectrice assez méthodique. J'ai du mal à lire 2 livres à la fois du même genre. C'est-à-dire, j'ai du mal à lire 2 romans ou 2 essais à la fois. Par contre, je peux lire un roman et une biographie ou de la poésie et un essai. Et c'est peut-être un peu trop rigoureux, ma manière d'aborder la lecture, mais je crois que c'est des choses qui me restent de l'enfance où j'allais à la bibliothèque chaque semaine et j'empruntais chaque semaine un roman, une bande dessinée et ce qu'on appelle le document, donc le livre sur les volcans, les étoiles. Et donc ça m'est resté ce côté un peu scolaire de la lecture. Enfin, j'en plaisante, mais c'est vrai que j'ai du mal, par exemple, à lire deux livres du même genre en même temps. J'ai besoin d'être entièrement concentrée dans ma lecture. Alors, peut-être on va rebondir sur ce que vous venez de dire. Le premier contact, finalement, le premier souvenir avec les livres, il remonte peut-être avant la bibliothèque et les livres sur les volcans. Je crois qu'il remonte enfant, enfin même bébé, je dirais plus un contact visuel ou physique avec, en fait, les livres qui étaient partout chez moi, qui étaient peut-être les objets les plus familiers de mon enfance et qui étaient déjà des sortes d'amis en fin de compte, mais peut-être des amis un peu envahissants puisqu'il suffisait d'ouvrir mon placard à vêtements, il y avait des livres, donc c'était à la fois une présence rassurante et peut-être un peu envahissante de par le nombre de livres dans ma maison. Voilà. Alors, on parlait de placard. J'allais demander le premier livre qui vous a marqué, mais c'est peut-être le premier livre qui vous est tombé dessus, qui est tombé du placard. De mon souvenir, c'est plutôt
des contes, en fait, et je pense particulièrement aux contes de Grimm, et je crois qu'ils m'ont marqué tout simplement parce qu'ils me faisaient tellement peur que ça m'a profondément marqué, et ça me poursuivait la nuit, et j'arrêtais pas d'y penser. Et maintenant que je les lis à mon fils, ça me fait... C'est le même effet, voilà. Donc voilà, Blanche-Neige, Cendrillon, tout ça, que ça continue à me faire peur. Et en même temps, déjà, j'avais... Voilà, même avant de savoir lire, j'avais hâte de pouvoir les lire moi-même. Alors justement, après avoir su lire, le premier auteur que vous avez aimé, vraiment aimé? Alors, je pense que c'est venu un peu plus tard, à l'adolescence. Vers 13 ans et à peu près, oui 13 ans, puisque j'ai découvert Carson McCullers, et en particulier Le cœur est un chasseur solitaire, et comme il y a ce personnage de Mick Kelly qui a 14, enfin qui était un peu plus âgé, je m'en souviens, que moi, donc 14 ans, et là c'est peut-être la première fois que j'ai ressenti en fait ce que je ne cesse de ressentir depuis quand je lis, en particulier des romans, j'avais l'impression d'avoir trouvé une amie, une véritable amie, et quelqu'un qui exprimait tout ce qui était enfoui en moi, et sa vision sur le monde, sur les rapports humains, la solitude, et ça m'a fait me dire, tiens, je ne suis plus seule. Et c'est la première fois que ça m'est arrivé, mais après, voilà, c'est arrivé plein de fois après aussi. Oui, c'est un petit peu, du coup, c'était ce qui vous a séduit finalement dès le début dans l'acte de lire, cette rencontre. Oui, et puis c'est le fait de lire, et en même temps, alors moi ce qui m'a particulièrement plu dès que j'ai su lire, c'était le fait d'être seule, mais en fait de ne pas être seule, d'être dans un endroit et d'être dans 1000 endroits, de rencontrer des amis, de vivre des aventures qu'on ne vivrait pas forcément dans sa vie, et c'est cette autre vie qu'on pourrait vivre qui m'a capté. Oui. Alors le premier livre qui vous a parlé d'amour. De mon souvenir, et ça continue à être pour moi l'exemple de livre, l'exemple suprême du livre d'amour, c'est peut-être Tristan et Iseult, que j'ai dû étudier probablement à l'école assez jeune, et voilà, cette histoire d'amour, même après la mort, ouais. m'avait beaucoup marqué et bouleversée. Alors, est-ce que vous offrez beaucoup de livres, et si oui, est-ce qu'il y en a un en particulier que vous offrez à vos amis, justement? J'offre beaucoup de livres à mes amis, et même à des gens qui ne sont pas forcément des amis, puisque parfois c'est difficile, par timidité ou par pudeur, on n'arrive pas forcément à exprimer tout ce qu'on voudrait exprimer, et par les livres, on peut communiquer. Offrir un livre, c'est pas anodin, on a envie de dire quelque chose à quelqu'un. Alors il y a un livre que j'ai pas mal offert, juste parce que je le trouvais distrayant, à la fois distrayant, profond, et qui parlait d'une grande artiste et d'une femme moderne et libre avant l'heure. C'est l'autobiographie de Sarah Bernhardt, qui s'appelle Ma double vie, et c'est une vie tellement incroyable et une personnalité tellement captivante que je voulais le partager avec pas mal d'amis. On est toujours dans les vies multiples. C'est ça. Avec vous. Alors, est-ce qu'il y a un livre que vous emmenez ou vous emmèneriez partout avec vous? Pareil, ce serait un livre. Si j'emmenais un livre avec moi, ce serait quelque chose d'assez léger et qui pourrait me suivre aussi dans ma vie de musicienne et voilà de scène en fin de compte. Et c'est les mémoires de Charlie Chaplin. Je crois que ça s'appelle Histoire de ma vie. Pareil, de voir ce parcours d'artiste incroyable qui commence à 5 ans. J'en parlais tout à l'heure avec Barbara Carlotti dans les loges, qui commence à 5 ans. Poussé sur scène par sa mère, et tout ce destin incroyable, quelque part, c'est une sorte de bible pour les gens, voilà, du spectacle et du musical, même si le mot est un peu date d'une autre époque. Alors pour cette nuit de la lecture, je vous avais demandé s'il y avait une citation d'un livre en particulier que vous aviez envie de partager avec nous, que vous aimez tout particulièrement. Oui, alors j'ai bien réfléchi. Alors,
j'ai essayé de l'apprendre par cœur. Si j'ai un trou, j'ai Vous avez la petite. l'anti-sèche. Alors, c'est dans L'être un jeune poète. Rilke dit « Les œuvres d'art sont d'une infinie solitude. Rien n'est pire que la critique pour les aborder. Seul l'amour peut les saisir, les garder, être juste envers elles. » Bravo. Alors, L'être un jeune poète, est-ce que c'est peut-être le chef-d'œuvre que vous aimeriez relire pour la première fois ou il y en a un autre? Je lis régulièrement. Ouais, donc, je suis sûre que vous le reliez. Ouais. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps. Justement, c'est peut-être ça qui m'a parce que j'avais annoté pas mal de choses encore et encore. Et alors, il y a un chef-d'œuvre que j'aimerais relire, puisqu'en fin de compte, il m'en reste qu'un souvenir diffus mais très, très profond, c'est Les Grandes Espérances de Dickens. Et je m'en souviens avoir eu un vrai choc littéraire quand je l'ai lu, et quelque chose qui ressemblait à rien. Donc voilà, maintenant j'ai qu'une envie, c'est de le relire, peut-être ce soir, dès ce soir. Ou demain dans l'avion. Alors, je l'ai dit, vous êtes musicienne, évidemment, et le livre le plus musical, du coup, peut-être une question spéciale pour vous. Alors je dirais, ce serait plus général. Ça, c'est la poésie en général, puisque la poésie m'a toujours accompagnée depuis l'adolescence jusqu'à maintenant. Et avant tout, je pense que ce qui m'a bouleversée, ou ce qui m'a attirée dans la poésie, c'est justement la musique sourde qu'on entend. Alors ça dépend si on se le lit à voix haute ou si on se le lit dans la tête, mais en tout cas c'est cette musique qui accompagne les mots qui, moi, voilà, étant musicienne, qui ne cesse de me plaire et de vous séduire. Voilà. Alors pour terminer, on va faire un petit échange ping-pong, parce qu'on est en pleine soirée aussi thérapie, même si on va en discuter avec Alexandre. Et voilà, j'ai des petites questions comme des prescriptions littéraires. Alors, le livre Pansement pour un chagrin d'amour. Alors, ce ne serait pas justement un livre forcément gai, puisque je pense que quand on a un chagrin d'amour, on a envie d'écouter des histoires tristes, d'écouter de la musique triste. Donc, il y a ce livre, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Les Allées sombres de Bounine. Et voilà, pour moi, même si ça parle d'amour malheureux et si c'est nostalgique, c'est un pansement. Ça répare. Le livre Antidépresseur. Là, je ne sais pas ce que vous allez nous dire, du coup. Alors, il y en a un encore, quelqu'un du musical. C'est un livre très difficile à trouver qui est, pareil, l'autobiographie de Maurice Chevalier qui s'appelle Ma vie et mes chansons. Et on découvre son enfance à Ménilmontant et ce parcours aussi complètement fou. Et il y a un tel optimisme, que vraiment, ça, c'est... Même dans l'état le plus déprimé, je pense que ça fait de l'effet. Ça fait de l'effet. Ça remonte le moral. Alors, le livre Réparateur. Ça peut être une notice ou un manuel. Je dirais, moi, Réparateur, je l'imagine plus comme quelque chose qui élève. Donc, j'adore Ramuse. J'adore Ramuse, et je dirais la vie de Samuel Belay. Même si c'est pas réparateur, mais c'est tellement profond et tellement que ça répare. Enfin, c'est plus, ça élève en fait plus. Et je dirais ça. Et en plus, Ramuse est un de mes écrivains préférés. Donc. Alors, docteur Modiano, attendez, parce qu'après j'ai le livre qui régénère. Qui régénère. Alors, parfois c'est dur de choisir parmi des auteurs qu'on adore. Aussi Tagore est un auteur que j'adore, et je dirais Gora de Tagore, parce que ça régénère 800 pages en Inde, ça régénère. Voilà. Le livre qui bouleverse. Le livre, il y en a beaucoup qui m'ont bouleversée. La liste est longue, mais on a un peu de temps, c'est la nuit de la lecture. Mais bon, pour pas embêter, je dirais Histoire d'une vie de Aaron Appelfeld. Ça m'a bouleversée parce que voilà, il n'y a rien à dire. Alors vous parliez des livres justement au début qui vous aident à comprendre le monde. Le livre pour comprendre le monde. Pour comprendre le monde.
Ça dépend quel monde, mais un certain monde, disons... Je l'ai relu il n'y a pas longtemps et ça m'apparaissait tellement intemporel. Les illusions perdues, d'une certaine manière, aident à comprendre un certain monde. Alors attention, le livre pour amuser la libido. Moi qui suis assez coincée... Donc ça va rester soft. Je l'ai gardé pour ça va pour rester soft. Ouais. Je dirais peut-être des auteurs japonais comme Tanizaki, ou Kawabata. Les Confessions impudiques. Oui, c'est ça. Ou les Confessions impudiques, Les Belles endormies. Des livres, peut-être de la littérature japonaise qui titille l'essence. Le classique indispensable. Il y en a tellement. Enfin, c'est pareil. C'est encore une fois, je pourrais dire, pour moi, c'est vrai que Balzac, tous les livres de Balzac. Et un petit bijou méconnu, pour terminer. Alors, c'est pas forcément méconnu, mais quand j'en parle autour de moi, je m'aperçois que pas autant de gens ont lu ce livre que ça. C'est un livre qui s'appelle Marie-Claire, de Marguerite Audoux, je sais pas si... Et c'est magnifique et bouleversant, et c'est l'histoire d'une orpheline qui devient bergère, et ça a été un gros succès quand c'est sorti il y a longtemps, et malheureusement c'est un peu trop méconnu comme livre, donc, et c'est magnifique. Ben, vous me le faites découvrir, peut-être aussi à tous ceux qui sont avec nous ce soir. Merci Marie Modiano. Merci beaucoup, bonne soirée. On attend notre grand lecteur, Félix. Félix Libri, star international de la lecture à voix haute. Il a annulé un gala à New York pour être avec nous ce soir. Vous ne savez pas encore lire, mais j'étais assez snob pour exiger d'avoir mes livres. Mon grand-père se rendit chez son coquin d'éditeur et se fit donner les contes du poète Maurice Bouchard, récit tiré du folklore et mis au goût de l'enfance par un homme qui avait gardé, disait-il, des yeux d'enfant. Je voulus commencer sur l'heure les cérémonies d'appropriation. Je pris les 2 petits volumes, je les flairai, je les palpai, les ouvris négligemment à la bonne page en les faisant craquer. En vain. Je n'avais pas le sentiment de les posséder. J'essayais sans plus de succès de les traiter en poupées, de les bercer, de les embrasser, de les battre. Au bord des larmes, je finis par les poser sur les joues de ma mère. Elle leva les yeux de son ouvrage. « Mais que veux-tu que je te lise, mon chéri? Les fées ?» Je demandais incrédule. « Les fées, c'est là-dedans ?» Cette histoire m'était familière, ma mère me la lisait souvent et j'écoutais distraitement le récit trop connu. Je me plaisais à ses phrases inachevées, à ses mots toujours en retard, à sa brusque assurance. Au bout d'un instant, j'avais compris, c'était le livre qui parlait. Des phrases en sortaient qui me faisaient peur. C'étaient de vrais mille-pattes. Elles grouillaient de syllabes et de lettres, étiraient leurs diphtongues, faisaient vibrer les doubles consonnes, chantantes, nasales, coupées de pauses et de soupirs, riches de mots inconnus, elles s'enchantaient d'elles-mêmes. Et quelquefois, elles disparaissaient avant que j'eusse pu les comprendre. D'autres fois, j'avais compris d'avance et elles continuaient de rouler noblement vers leur fin sans me faire grâce d'une virgule. Je devins sensible à la succession rigoureuse des mots. À chaque lecture, ils revenaient, toujours les mêmes et dans le même ordre. Je les attendais. Je fus alors jaloux de ma mère et je résolus de lui prendre son rôle. Je m'emparai d'un ouvrage intitulé « Tribulation d'un Chinois en Chine » et je l'emportai dans un cabinet de débarras. Là, perché sur un lit-cage, je fis semblant de lire. Je suivais des yeux les lignes noires sans en sauter une seule et je me racontais une histoire à voix haute en prenant soin de prononcer toutes les syllabes.
On me surprit, ou je me fis surprendre, on se récria, on décidait qu'il était temps de m'enseigner l'alphabet. Je fus zélé comme un catéchumène. J'allais jusqu'à me donner des leçons particulières. Je grimpais sur mon lit-cage avec 100 familles d'Hector Malot, que je connaissais par cœur, et, moitié récitant, moitié déchiffrant, j'en parcourus toutes les pages l'une après l'autre. Quand la dernière fut tournée, je savais lire. J'étais fou de joie. À moi, ces voix séchées dans leurs petits herbiers. Je les écouterais, je m'emplirais de discours cérémoniés, je saurais tout. On me laissa vagabonder dans la bibliothèque et je donnais l'assaut à la sagesse humaine. C'est ce qui m'a fait. Alexandre. Alors, la culture du soin littéraire, finalement, est assez ancienne. On disait tout à l'heure que ce n'était pas si facile d'en parler aujourd'hui, mais dans votre livre, vous évoquez cette très jolie phrase qui aurait été inscrite au fronton de la bibliothèque de Ramsès II. Je vous laisse le dire, qui définit sa bibliothèque. C'est un lieu de guérison pour l'âme. Ouais. Et donc, il y a une vraie tradition spirituelle. Il y a une vraie tradition spirituelle qui est celle de la lecture méditative, de la philosophie aussi, qui est celle de l'humanisme, tout simplement, hein, qui est celle d'un Montaigne ou d'un Montesquieu, s'incorporant à la lecture, devenant la matière de leurs livres, mais étant eux-mêmes la matière de ce qu'ils lisent. Alors du coup, quels sont les grands courants qui ont marqué l'histoire? Peut-être pas du soin littéraire, mais il y a des auteurs avant vous qui ont pensé un petit peu ce soin littéraire, qui ont formulé, vous parliez tout à l'heure de Régine de Tombelle, mais il y a Marc-Alain Wacklin. Est-ce qu'on, sans faire la petite histoire de ça, de la bibliothérapie, mais est-ce qu'on peut rappeler un tout petit peu finalement les grands moments où on a pu commencer à essayer d'énoncer ce sujet? Alors, en fait, le lecteur est revenu au centre de la question littéraire après avoir un peu été oublié dans les années 80. En fait, entre les années 50 et la fin du XXe siècle, c'était le texte qui comptait. On s'intéressait qu'au texte. On avait même tué l'auteur. Et quant au lecteur, il n'existait pas. Il existait peut-être sociologiquement. On s'intéressait peut-être à la sociologie avec Bourdieu des lecteurs. Mais le lecteur individuel n'intéressait plus personne. Et je crois qu'une des raisons qui ont rendu le lecteur absolument central, c'est les sciences cognitives. On s'est intéressé au cerveau. S'intéressant au cerveau, on s'est dit, c'est pas une boîte noire. Il se passe, on peut observer des processus. On a des émotions, on a une empathie à l'égard de ce qu'on voit dans les livres, dans ce qu'on se présente dans les livres. Donc, je crois que c'est avec ce courant-là qu'on s'est à nouveau intéressé au lecteur, sans doute assez différemment. Et pourquoi finalement la littérature française, on en parlait un petit peu, est si réticente? Vous l'avez évoqué un petit peu tout à l'heure, mais pourquoi elle est si réticente à accepter ses bienfaits, à remettre le lecteur au centre? Pourquoi c'est si compliqué en France? Parce que je crois qu'il se passe plus de choses. Parce que la France a décidé de suivre le rêve flaubertien de faire un roman sur rien et de considérer que seul le style, seule la forme valait la peine. Hein. Toutes les émotions produites par la lecture, ce que ça pouvait provoquer chez le lecteur, c'était inexistant, voire un peu méprisable. Hein. Je me souviens d'écrivains me racontant leur gêne à l'égard des lecteurs qu'ils recevaient de leurs lecteurs. Lorsque le lecteur disait « j'ai pleuré en vous lisant », les écrivains étaient un peu embarrassés, voulaient être aimés, voulaient qu'on leur dise « mais votre phrase est magnifique, j'ai vu l'Alexandre en blanc ». Ils ne voulaient pas qu'on leur dise « je me suis identifié à votre histoire ». Donc les écrivains eux-mêmes ont pu ressentir cette gêne et ce changement, je pense, de paradigme avec le XXIe siècle, qui a un rapport beaucoup plus apaisé, je crois, aux effets de la littérature et aux effets de l'art en général. J'allais dire, mais c'est ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous vous intéressez à une littérature qui est vraiment très proche de nous, qui est celle de maintenant, ici et maintenant. Et qu'est-ce que vous avez pu repérer comme auteur? Ou est-ce qu'il y a des auteurs qui sont un peu plus réconciliés, peut-être, entre le rêve flaubertien et se tenir plus proche du lecteur? Alors moi, je voue une immense admiration pour Maïs de Kerangal, auquel mon livre doit un peu son titre, même si Réparer le monde est un vieil impératif mystique, la mystique juive d'Isaac de Luria. Maïs de Kerangal, je crois, est à la fois du côté de la littérature
littérature littéraire, comme dit Michon, hein, parce que ça a son sens de la force, sa capacité à habiter lyriquement des événements majeurs comme une grève de cœur, par exemple, ne peut que plaire à ceux qui vont chercher dans la littérature une manière originale, expérimentale de recomposer le monde. Et puis en même temps, elle prend des vrais, des lourds, des sujets majeurs, hein, et des sujets qui, au fond, ne peuvent être dits que par la littérature. Hein. On a les mots des médecins, le mot des anesthésistes, sur ce que c'est qu'une grève de cœur. Mais ce qui se passe dans une famille qui doit prendre la décision d'autoriser une grève, ce qui se passe le matin pour les infirmiers lorsqu'ils ont fini l'opération, tout ça, je crois qu'il n'y a que la littérature qui puisse le dire. Et alors, à l'étranger, qu'en est-il? Comment ça se passe dans les pays anglo-saxons, aux États-Unis, en Angleterre? On parlait un petit peu des soins, même vraiment au sens premier du terme, littéral, dans les autres temps. Mais alors, ils sont très en avance aux États-Unis. La bibliothérapie est un mot qui existe depuis le 19e siècle. En Angleterre, il y a une agence gouvernementale pour la littérature. Il y a même certains juges américains qui prescrivent des peines de lecture. Donc on parle beaucoup de harcèlement sexuel, on va faire lire Simone de Beauvoir à quelqu'un qui a été pris comme ça. C'est la peine de lecture, ça, Simone de Beauvoir, pour vous. J'aurais dû... Donc, il y a des peines de lecture, il y a des écrivains qui sont aussi en avance là-dessus, ou qui conjuguent mieux leurs verbes. On en discutait un peu avec Karine Thuil, dont j'admire beaucoup le travail. Les écrivains anglo-saxons ont moins cette gêne à prendre de vrais sujets et à avoir un rapport un peu plus immédiat à leurs lecteurs. Maintenant, c'est vrai que ça change beaucoup dans la littérature française. Les ateliers d'écriture, les rencontres, les festivals font que, je pense, la proximité est beaucoup plus grande. Le lecteur peut voir l'écrivain. C'est plus qu'une instance abstraite sur un piédestal, juste digne d'une académie. Merci Alexandre. Alors, on va tout de suite passer à un autre questionnaire. Notre prochaine invitée est une cosmique fantaisiste, en référence à l'atelier radiophonique qu'elle a créé et animé sur France Inter. Barbara conjugue sa créativité au temps des rêves et de la liberté à travers ses chansons, ses rencontres artistiques. Et toutes ses créations, elle milite pour un monde pop et idéal. Elle connaît bien la Maison de la Poésie, où elle délivre régulièrement ses créations. Avec elle, la littérature est une véritable expérience et je m'apprête à la vivre. Son album Magnétique sortira à la fin du mois de mars. Accueillons maintenant la féerique, la volubile, Barbara Carlotti. J'ai gardé mon sac parce que j'ai des livres dedans. Ah bah génial. Merci Barbara d'être avec nous. Je suis ravie. Pour partager un peu de vos lectures et de votre rapport au livre. Alors, justement, quel est votre rapport à la lecture? Quelle lectrice êtes-vous? Très dissolue, très hasardeuse, très bordélique. Je fais vraiment confiance au hasard. Je tombe sur des choses où j'entends quelque chose et voilà, parfois je me précipite dessus, je l'abandonne en cours, je le reprends des années plus tard. Je suis absolument pas méthodique, mais voilà, je crois au hasard. Alors le premier contact, votre premier souvenir physique ou de lecture avec les livres, votre premier souvenir? C'est toute petite, ma mère nous lisait, donc on était 3 enfants, et on se mettait dans son lit et elle nous lisait les Mille et une nuits. Les contes des Mille et une nuits. Donc ça, c'est le premier vraiment. Et donc c'est l'oralité pour moi. D'abord, la littérature, c'est d'abord quelque chose qui passe par l'oral, en fait. Alors le premier livre qui vous a marqué? Alors, en fait, j'ai découvert en 5e Les Fleurs du Mal de Baudelaire, et je pense que ça m'a vraiment, je pense que ça m'a fait rentrer dans ce que c'était que la poésie, les mots et la littérature. Et je pense qu'il y avait tout d'un coup, je comprenais la complexité de la vie et du monde grâce à à Baudelaire, et à la poésie. Le ciel bas et lourd, la beauté, l'élévation, les voyages, l'érotisme. Enfin, tout ça m'apparaissait avec Baudelaire. Et ça m'a vraiment nourri, en fait. D'ailleurs, ça m'a nourri même au-delà de juste cette époque. C'est
quand j'ai commencé à faire du chant lyrique, il y avait ça aussi qui était voilà, mis en musique par Duparc ou Fauré, ou Debussy, Gainsbourg, après dans la chanson, jusqu'à l'As Dragon. Enfin, et je pense que ça m'a, en fait, Baudelaire m'a vraiment accompagnée toute ma vie, et j'y replonge souvent. Et peut-être c'est les seuls écrits que je connais par cœur, en fait, c'est Les Fleurs du Mal. C'est le seul truc. Sinon, je retiens rien. Mais lui, je sais pas pourquoi, ça c'est vraiment. Et du coup, vous voulez peut-être partager. Non, je sais pas. Peut-être on n'a pas le temps pour que. On peut faire. Mais non, en tout cas, je sais que, en fait, il y a un truc qui m'est resté vraiment de façon peut-être très ancrée. C'est quand j'étais en 5e, on m'a demandé de réciter La Beauté et j'étais incapable de le faire. Et maintenant, je m'en souviens. Est-ce qu'on répare ce soir? Ouais. Est-ce qu'on récite La Beauté? Je ne sais pas si je pourrais aller jusqu'au bout parce que j'ai toujours des trous. Mais en tout cas, ça a commencé comme ça. Et je trouvais, en fait, c'était aussi... Je pense que c'est ce qui m'a donné aussi comment dire, le goût pour la beauté dans les choses, en fait, et pour l'art. Je pense que c'est comme ça que j'ai compris qu'il y avait une notion de beauté comme ça qu'il fallait atteindre. Et donc, c'était « Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre ». Et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer au poète un amour éternel et muet, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes, et jamais je ne pleure, et jamais je ne ris. Et je me souviens toujours pas de la fin. Mais merci Barbara. C'est déjà pas mal. C'est improvisé, hein. Ah oui, complètement. Donc, ce qui vous a séduit dès le début dans l'acte de lire? C'est un peu ce que disait Marie tout à l'heure, c'est je pense qu'on est tout d'un coup on s'extrait du monde et en même temps on y plonge complètement et on y voit justement tout son détail, son infinité en fait je dirais. Donc c'est vraiment ça pour moi, c'est vraiment sortir du monde pour mieux l'aborder en fait et pouvoir sans danger voilà, aller vraiment au plus profond des choses quoi. Et pour moi c'est vraiment ça. Et c'est aussi un peu comme tomber amoureux, c'est-à-dire on traverse, on rencontre des personnages, on rencontre des styles, on rencontre des formes en fait. Et puis à un moment donné, on va être pris par quelque chose et on va être vraiment emmené et ça va changer notre vision des choses et du monde. Donc c'est vraiment comme un acte d'amour pour moi, ouais. Alors on parlait des Fleurs du Mal. Est-ce que c'est le recueil que vous avez le plus relu ou est-ce qu'il y a un livre que vous avez plus lu que Les Fleurs du Mal? Le livre que j'ai le plus relu, c'est La Maison du Sommeil de Jonathan Coe, parce que j'ai fait un spectacle ici même dessus. Magnifique ici spectacle. Et au 104, voilà. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup lu et relu pour pouvoir l'adapter sur scène en y mettant des chansons, en y introduisant aussi des textes scientifiques qui allaient un peu dans le sens de ce que racontait Jonathan. Et puis pour connaître vraiment le détail. Mais je relis pas les livres, moi. Comme je disais, je passe d'une chose à une autre et puis le livre que j'aimerais bien relire, c'est en fait j'y ai repensé aujourd'hui parce qu'on devait se voir ce soir. Et donc j'avais une sorte de pression terrible parce que je me disais oh là là, je me rappelle de rien, ça va être... les gens vont me trouver complètement insipide. Et en fait, c'est Thérèse d'Esquerro qui a été vraiment le plus... Enfin, je pense le premier choc après Baudelaire, en tout cas le roman, qui m'a je l'ai lu un soir, et je pense que je l'ai lu parce que c'était programmé à l'école. Et j'ai pleuré une nuit entière sur le destin de cette femme. Et pour moi, c'était vraiment... Tout d'un coup, je pense que je me suis dit, c'est ça, en fait, le destin de la femme. C'était hyper dur. Vous aviez quel âge, du coup? Je sais pas, j'ai pas 13, 14 ans, je sais rien. Mais ça a été hyper dur. Et donc j'y ai repensé aujourd'hui, je me suis dit, il faut vraiment que je le voie. Et après, en plus, je me suis aperçue qu'il y avait un film de Franju, qu'il l'avait adapté. Donc il faut absolument que je m'y remette. Et puis bon, on parle beaucoup de la femme en ce moment. Je pense que c'est pas mal de revenir un peu sur... Bien sûr, il y a Simone de Beauvoir, il y a plein d'ouvrages. Mais, la peine de lecture d'Alexandre, Simone de Beauvoir. Ouais, voilà, c'est ça. Thérèse d'Esquerro, ça pourrait être une peine de lecture, je pense aussi. Qui pourrait pas mal instruire. Alors, ouais. La plus grande vertu de la lecture, selon vous? Alors,
peut-être l'altérité, quoi, le fait de trouver une autre manière de penser et de voir le monde, et du coup tout d'un coup de confronter ce qu'on est, notre vision, à celle des autres. Je pense que ça, c'est la plus grande, enfin pour moi en tout cas, c'est la plus grande vertu. Alors, un personnage romanesque dont vous auriez pu tomber amoureuse. Ça existe? Je sais pas, non, mais parce que en fait, c'est pas. En fait, moi, le roman d'amour que j'ai préféré, c'est. Enfin, c'était pas un roman d'amour d'ailleurs. C'était le journal d'Anaïs Nin, 31-34, quand elle rencontre Henri Miller. Et vraiment, ce journal, mais moi, j'étais amoureuse des deux, des trois, même. J'étais amoureuse de June, d'Henri, d'Anaïs, et j'étais amoureuse de ce qui se passait entre eux, en fait. Et pourquoi je disais ça, je sais plus. On cherchait le personnage, mais il y en avait plusieurs. Oui, alors donc c'est Henri Miller que, voilà, en fait, c'est eux. Que, voilà, je les ai vraiment aimés. À un moment donné, j'étais vraiment passionnée par eux. Donc, c'était pas des personnages de roman, mais en fait, ce qui se passait entre eux, c'était à la fois le fait de tomber amoureux les uns des autres, mais en même temps, c'était de tomber amoureux de la littérature, d'en parler, de manipuler tout ça, quoi, vraiment. Et du coup, ce qu'il advenait, je pense qu'il a écrit Le Tropique du Cancer à ce moment-là. Et donc, ce qu'il advenait dans la vie de ces personnages, ça dépassait juste simplement leur intimité. C'était comme un bouleversement. Voilà, aussi de l'art et de la littérature, quoi. Chez vous, la place des livres chez vous, du coup, un peu partout, vous les conservez, c'est un objet sacré, ça se transmet, dans votre maison, on les trouve où, les livres? En fait, j'ai un lit qui est un peu comme un lit breton, vous voyez. Et donc, oui, c'est ça, un lit breton, c'est comme un peu en hauteur et un peu enfermé dans un placard. Et en fait, moi, à la place du placard, en fait, j'ai des livres qui font tout le tour. Ouais, voilà, Et en fait, j'ai réalisé récemment que ça m'oppressait. Il y avait trop de monde qui dormait avec moi. Et donc, Et en plus, la culpabilité, parce que moi, j'achète énormément de livres que je ne lis pas. Parce que j'adore les objets, j'adore les couvertures, les noms dessus. Je suis curieuse, en fait. Mais je suis trop curieuse par rapport à ce que je peux octroyer comme temps pour les lire. Et donc, en fait, le problème, c'est ça. C'est qu'au bout d'un moment, ils me regardent et me disent « tu m'as pas lu, toi. C'est pas bien, ça. » Et donc, voilà. Donc, c'est un double... voilà. Donc, je me suis dit, peut-être un jour, je vais arrêter ce truc de vivre au milieu d'être encerclée de livres, quoi. Ouais. L'endroit préféré pour lire, c'est le lit breton? Du coup, c'est mon lit, ouais. C'est mon lit et c'est allongé. Et allongé sur la position. Bon. Exactement. Alors, du coup, on va terminer avec un petit mot de la fin. S'il ne fallait garder qu'un mot, une phrase, pour vous, les livres, c'est quoi, Barbara? Oh là là, c'est très difficile. Ah bah oui, ça vient d'un coup, comme ça. Une phrase, qu'est-ce que c'est les livres? C'est la vie, en fait. J'avais pris un livre de... Ah bah voilà. J'avais pris un petit recueil de Pasolini que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Qui je suis ». Et il dit ça, et en fait, je trouve que peut-être ça résume bien les choses. Voilà, ce sont les œuvres que je voudrais faire. Alors donc il raconte toute sa vie, puis après il dit ce qu'il veut faire. Mais donc on en est là, c'est la fin. Désolé, hein, c'est spoilé au maximum. On peut reprendre au début. Mais non, je vous le dirai. Mais lisez-le, c'est vraiment très beau. Voilà, ce sont les œuvres que je voudrais faire, qui sont ma vie future, mais aussi passée et présente. Tu sais, je te l'ai dit, vieil ami, père un peu intimidé par le fils, hôte allophone puissant aux humbles origines, que rien ne vaut la vie. C'est pourquoi je ne voudrais que vivre, même en étant poète, parce que la vie s'exprime aussi par elle-même. Je voudrais m'exprimer avec des exemples, jeter mon corps dans la lutte. Mais si les actions de la vie sont expressives, l'expression aussi est action. Non pas cette expression de poète défaitiste qui ne dit que des choses et utilise la langue comme toi, pauvre et direct instrument, mais l'expression détachée des choses, signe fait musique, la poésie chantée obscure, qui n'exprime rien sinon elle-même. Selon l'idée barbare et exquise qu'elle est un son mystérieux dans les pauvres signes oraux d'une langue. Voilà, je sais pas, c'est ce qui me... Voilà. Merci, je trouve Barbara. Ça résume aussi la littérature. Merci Barbara Carlotti, merci beaucoup. Merci. Pour le partage. À bientôt. À bientôt. Merci.
on va passer à une petite lecture avec Félix, avant que Karine ne me rejoigne. Maman s'assit à côté de mon lit. Elle avait pris François Le Champy, à qui sa couverture rougeâtre et son titre incompréhensible donnaient pour moi une personnalité distincte et un attrait mystérieux. Je n'avais encore jamais lu de vrai roman. J'avais entendu dire que George Sand était le type du romancier. Cela me disposait déjà à imaginer dans François Le Champy quelque chose d'indéfinissable et de délicieux. Les procédés de narration destinés à exciter la curiosité ou l'attendrissement, certaines façons de dire qui éveillent l'inquiétude et la mélancolie, et qu'un lecteur un peu instruit reconnaît pour commun à beaucoup de romans, me paraissaient simplement, à moi qui considérais un livre nouveau non comme une chose ayant beaucoup de semblables, mais comme une personne unique n'ayant de raison d'exister qu'en soi, une émanation troublante de l'essence particulière à François Le Champy. Sous ces événements si journaliers, ces choses si communes, ces mots si courants, je sentais comme une intonation, une accentuation étrange. L'action s'engagea. Elle me parut d'autant plus obscure que, dans ce temps-là, quand je lisais, je rêvassais souvent pendant des pages entières à toute autre chose. Et aux lacunes que cette distraction laissait dans le récit, s'ajoutait, quand c'était maman qui me lisait à haute voix, qu'elle passait toutes les scènes d'amour. Aussi, tous les changements bizarres qui se produisent dans l'attitude respective de la meunière et de l'enfant et qui ne trouvent leur explication que dans les progrès d'un amour naissant me paraissaient empreints d'un profond mystère dont je me figurais volontiers que la source devait être dans ce nom inconnu si doux de Champy, qui mettait sur l'enfant, qui le portait sans que je susse pourquoi, sa couleur vive, empourprée et charmante. Si ma mère était une lectrice infidèle, c'était aussi, pour les ouvrages où elle trouvait l'accent d'un sentiment vrai, une lectrice admirable par le respect et la simplicité de l'interprétation, par la beauté et la douceur du son. Même dans la vie, quand c'étaient des êtres et non des œuvres d'art qui excitaient ainsi son attendrissement ou son admiration, c'était touchant de voir avec quelle déférence elle écartait de sa voix, de son geste, de ses propos, tel éclat de gaieté qui eût pu faire mal à cette mère qui avait autrefois perdu un enfant, tel rappel de fête, d'anniversaire qui aurait pu faire penser ce vieillard à son grand âge, tel propos de ménage qui aurait paru fastidieux à ce jeune savant. De même, quand elle lisait la prose de George Sand, qui respire toujours cette bonté, cette distinction morale que maman avait appris de ma grand-mère à tenir pour supérieure à tout dans la vie et que je ne devais lui apprendre que bien plus tard à ne pas tenir également pour supérieure à tout dans les livres. Attentive à bannir de sa voix toute petitesse, toute affectation qui eût pu empêcher le flot puissant d'y être reçu, elle fournissait toute la tendresse naturelle, toute l'ample douceur qu'elle réclamait à ses phrases qui semblaient écrites pour sa voix et qui, pour ainsi dire, tenaient tout entière dans le registre de sa sensibilité. Elle retrouvait, pour les attaquer dans le ton qu'il faut, l'accent cordial qui leur préexiste et les dicta, mais que les mots n'indiquent pas. Grâce à lui, elle amortissait au passage toute crudité dans les temps des verbes, donnait à l'imparfait et au passé défini la douceur qu'il y a dans la bonté, la mélancolie qu'il y a dans la tendresse, dirigeait la phrase qui finissait vers celle qui allait commencer, tantôt pressant, tantôt ralentissant la marche des syllabes pour les faire entrer, quoique leurs quantités fussent différentes, dans un rythme uniforme. Elle insufflait à cette prose si commune une sorte de vie sentimentale et continue. Merci Félix pour cette lecture d'un extrait de Du côté de chez Swann de notre cher Marcel Proust. Alors,
Notre dernière invitée pour cette première partie de la soirée est une auteure qui aime les mots. Je sais qu'elle est fan des dictionnaires. Ses romans sont des fresques modernes de notre société contemporaine. On en parlait tout à l'heure, Alexandre. Karine enquête, pense, nomme les choses. Chez elle, la précision du mot et du style est au service de la compréhension du monde. Son dernier livre, L'Insouciance, est paru aux éditions Gallimard. Je sais qu'elle est en phase d'écriture de son prochain roman. Elle nous fait le plaisir de s'extraire de l'isolement nécessaire à l'écriture pour être avec nous ce soir, pour fêter les livres et la lecture et nous confier quelques-unes de ses passions littéraires. Je vous demande d'accueillir Madame Karine Thuil. Bonsoir Karine. Bonsoir. On entend? Ça marche? Non, je crois pas. Il faut voir. On entend Karine? On entend? Ça va s'arranger. Alexandre, regarde. Hop. Merci. Est-ce que vous m'entendez? D'abord, je voulais vous dire que j'étais ravie d'être ici ce soir pour cet événement. L'année dernière, je faisais partie des marraines de la nuit de la lecture et je trouve que c'est une initiative formidable. Donc merci à la Maison de la Poésie de nous recevoir. Et en plus, vous êtes très nombreux, même si on ne voit pas très bien, en fait, puisqu'on a l'impression que la salle est totalement plongée dans l'obscurité, enfin sombre, qu'il n'y a personne. Donc c'est très intimidant. On ne m'avait pas dit qu'il n'y avait personne. Tu vois, tu fais bien. Je ne vois personne. Avec les lumières, on ne voit rien. Et je sais, même si je ne le vois pas très bien, qu'il y a mon petit garçon dans la salle. Donc voilà, je voudrais le saluer. Il a 9 ans et il est venu pour la nuit de la lecture, Raphaël. Bonsoir Raphaël. Et donc merci Karine d'être avec nous. Merci à vous. Je vous dis, je suis ravie en plus qu'il y ait autant de monde. On nous répète sans arrêt que les gens ne lisent plus. Et c'est extrêmement encourageant pour les auteurs de voir que les gens aiment lire, aiment la littérature, aiment rencontrer aussi des auteurs, parce que ce n'est pas quelque chose qui nous est forcément aisé, puisqu'on est seul la plupart du temps. Donc merci d'être venus aussi nombreux. Donc là, vous passez de la solitude de l'écriture à une salle et un moment social avec nous. Alors, Karine, on va parler du coup un peu plus de vos lectures et moins de votre écriture. Quelle lectrice êtes-vous ? Alors, la lecture a été décisive pour moi parce que pour moi, elle est associée à la transmission. Il y a une sorte de passage, de lien, en fait. La littérature crée du lien. Et j'ai un rapport particulier parce que c'est ma mère, en fait, qui me donnait à lire les textes qu'elle aimait. Moi, je suis fille d'immigrés et quand mes parents sont arrivés en France, en tout cas, ma mère avait ce rapport à la lecture qui était très, très fort. L'intégration passait par les livres. Et ça m'a beaucoup touchée, ce que Marie Modiano a dit tout à l'heure. Elle disait que chez elle, il y avait des livres partout. Et en fait, chez nous, les livres n'étaient pas partout, mais on les empruntait à la bibliothèque. Et c'était très fort parce que ma mère les prenait, les lisait, et après, elle me les donnait à lire. Et donc, très vite, pour moi, la littérature, la lecture a été ce lieu de la transmission et aussi cet espace de la liberté, parce qu'elle me donnait à lire les textes qu'elle lisait, alors que je n'avais pas toujours forcément l'âge de les lire. De les lire. Alors, quel est le premier livre qui vous a marqué et pourquoi ? Alors, c'était L'étranger de Camus. J'avais été éblouie par ce texte, parce qu'en apparence, il est très simple, très facile à comprendre. J'étais adolescente quand je l'ai découvert, et en même temps, il y avait une charge très forte. Et je l'ai compris longtemps après, mais les livres que ma mère me donnait à lire quand j'étais adolescente étaient des livres qui avaient une très forte charge sociale. Il y avait toujours une dimension politique, sociale, et je pense que c'est pas un hasard d'ailleurs si après, plus tard, j'ai eu envie aussi d'écrire pour tenter de comprendre certains éléments de la société. Donc je dirais, voilà, Camus. Camus. Alors, au-delà de la transmission avec votre maman, qu'est-ce qui vous a séduit dès le début dans l'acte de lire ? La solitude. Je pense que tous les lecteurs vous le diront, c'est tout d'un coup ce sentiment d'être, à la fois d'être seul et de découvrir un monde, en fait, de s'évader, il
littéralement de disparaître dans l'univers de quelqu'un d'autre. Et c'est une expérience extraordinaire, la lecture, c'est une expérience même physique. Je crois qu'un livre peut vous... d'ailleurs, Alexandre le disait très bien, peut vous transformer, hein, alors en bien, il peut vous réparer, mais aussi il peut vous faire du mal. Moi, je pense à un texte notamment qui m'a beaucoup marqué, qui est la supplication d'Alexievitch, que je l'ai lu 2 fois, et à chaque fois, j'étais mal physiquement. Je sentais la douleur qui émanait du texte. En fait. Et alors, sur l'envie d'écrire, est-ce qu'il y a un livre qui a été un déclic, ou des livres, ou c'est la lecture des auteurs J'ai toujours écrit, en fait, donc je ne crois pas que ce soit un livre en particulier. Ouais. Mais c'est vrai que des livres, des textes, donc j'ai cité Camus, mais par exemple La Métamorphose de Kafka aussi, c'est un texte qui en apparence est très simple et très court, et qui est tellement fort, enfin, il y a une charge tellement... donc il y a peut-être ce rapport-là, en fait. Ce sont ces livres-là, au départ, qui m'ont donné vraiment envie d'écrire, plus que des grands textes. Finalement, la question de l'âge et de la maturité dans la lecture est un élément dont on parle assez peu, puisqu'on lit souvent les textes que nous ont donné à lire nos professeurs. Ouais. Mais je pense qu'on ne lit pas du tout de la même façon Proust à 20 ans et Proust à 40 ans. Moi, je l'ai compris. Finalement, j'ai vraiment saisi toute la puissance de certains auteurs à un âge où j'avais été confrontée à des épreuves de la vie, par exemple. Alors, justement, est-ce qu'il y a un chef-d'œuvre que vous aimeriez relire pour la première fois ? Ah, c'est une question difficile. Il y a des textes qui m'ont profondément marqué, des auteurs. Faulkner m'a beaucoup marqué, Le bruit et la fureur. À la recherche du temps perdu de Proust aussi était un texte important. Ça serait difficile de limiter, en fait, parce que je crois qu'on est le produit de ces lectures, et c'est différents livres qui finissent par littéralement faire la personne que nous sommes devenus. Est-ce qu'il y a un livre que vous emmenez partout avec vous ? Non, il n'y a pas un livre que j'emmène partout avec moi, mais il y a des auteurs que j'aime relire ou qui ont compté pour moi. Kafka, effectivement, fait partie de ces auteurs-là. Camus aussi, pour des auteurs vivants. Philippe Roth, par exemple, est un auteur qui, pour moi, est vraiment intéressant aussi parce qu'il aborde des thématiques qui me sont proches. Et là aussi, dans ce choix des auteurs, il y a aussi cela. C'est-à-dire qu'il y a une rencontre véritablement avec un livre. Et c'est pour ça que c'est si difficile finalement d'offrir un livre ou de conseiller un livre. Moi, il m'est arrivé qu'on me conseille des livres et de ne rien y trouver. Et un livre peut changer une vie. Mais parce que vous allez le lire avec votre histoire, avec avec finalement tout ce que vous êtes. Alors les titres, est-ce que c'est important ? Est-ce qu'il y a un titre de livre préféré ? Oui, c'est un texte de Mathieu Lindon. C'est Ce qu'aimer veut dire. Je trouve que j'ai un titre que j'aurais adoré trouver. Un personnage romanesque dont vous êtes tombée amoureuse ? Alors, le personnage, le double de Philippe Roth dans certains de ses livres, Nathan Zuckerman, par exemple, je tombe souvent amoureuse de lui. Enfin, en tout cas, quand je le relis, parce que, hélas, il a décidé de ne plus écrire. Ouais. Sinon, Solal, oui, Solal, ouais. Albert Cohen, quand je l'ai lu, je me souviens que je m'étais dit Solal est l'homme idéal, comme beaucoup de femmes. Mais, ouais. Et à la relecture, toujours ? Ça fait très longtemps que je n'ai pas relu Albert Cohen. Alors, chez vous, où sont les livres ? Quelle est la place des livres chez vous, dans votre maison ? Alors, ils sont absolument partout. Justement, peut-être pour compenser aussi, puisque quand j'étais enfant, ils n'étaient pas forcément autour de nous. Il y en a absolument partout. Moi, ils me rassurent. Ils ne m'oppressent pas, au contraire. J'ai besoin qu'ils soient là. Ça me rassure de pouvoir en prendre un. Très fréquemment, je prends un texte, je lis 1 ou 2 pages et je le repose. Donc, il s'entasse près de mon livre. Enfin, il y en a dans l'entrée, il y en a partout. C'est une présence vraiment dont j'ai besoin. Et à l'inverse, si vous arrivez chez des personnes et qu'il n'y a pas de livre du tout,
Je trouve ça très suspect. Moi, je me souviens que j'avais des amis qui avaient caché les livres. J'avais dit, mais tu n'as pas... C'était un très grand appartement. J'ai dit, tu n'as pas de livres. Et ils disent, regarde, j'ai fait un meuble spécial pour les cacher. Et là, je me suis dit, c'est le drame. Ça révèle beaucoup de nous, en fait, un livre, même dans nos choix. Quand on arrive chez quelqu'un et qu'on voit les livres, je crois qu'il y a des compagnons de lecture. Moi, récemment, il y a quelqu'un qui était venu chez moi et qui avait dit, c'est drôle, dans ta bibliothèque, il y a beaucoup de livres que j'ai dans ma bibliothèque et ça me trouble parce qu'en fait, je me rends compte qu'on a des goûts assez proches. Et c'est comme un compagnonnage en littérature. Est-ce que vous avez un souvenir d'une situation de lecture heureuse, un endroit, un moment à partager avec nous ce soir, comme ça, quelque chose qui vous revient, un livre, un lieu, une odeur, un moment, un de vos derniers moments de lecture? Alors c'est un moment de partage, puisque en plus ce soir on est là. J'aime beaucoup rencontrer des lycéens, des étudiants, et j'avais eu notamment l'occasion de le faire pour le concours des lycéens. Et il y a des moments de lecture, d'échange. Et pour moi, c'est vraiment ça la littérature, c'est vraiment ça la lecture, c'est pouvoir échanger. C'est à la fois une activité très solitaire et en même temps, c'est important qu'il y ait ces moments-là. Et je suis convaincue qu'on peut vraiment transmettre et aider les nouvelles générations en passant du temps à discuter avec elles des livres qu'on a aimés, des livres qui nous ont formés. Parce que pour moi, c'est vraiment une histoire aussi, encore une fois, de former de la personne que l'on devient. Une formation intellectuelle, mais aussi une formation personnelle. On découvre la vie dans les livres. Donc voilà, ces moments essentiellement d'échange. Et on en parlait tout à l'heure, c'est vrai que ce soir, pour la nuit de la lecture, il y a beaucoup de visites de notre ministre dans les prisons, dans les hôpitaux. Et vous disiez que c'était important pour vous d'amener les livres. Oui, c'est très important et je m'en suis rendu compte, notamment quand j'ai écrit L'Insouciance, parce que ça se passait en partie, il était question de l'armée et des grands blessés traumatisés. Et à l'hôpital Percy, il y a une bibliothèque. Et la personne qui gère la bibliothèque m'avait raconté que les personnes hospitalisées, et notamment les grands blessés de guerre, aimaient venir à la bibliothèque pour emprunter des livres. Et d'ailleurs, elle m'avait dit souvent des BD. Et à quel point c'était important pour eux d'avoir ce moment, parce qu'encore une fois, ça leur permet de s'évader, d'oublier ce qu'ils avaient vu, vécu. Et c'est d'ailleurs compliqué quand on est auteur, parce qu'il y a à la fois ce très grand désir de solitude. Je pense même qu'on devient écrivain par goût de la solitude. Et cette nécessité aussi d'aller à la rencontre des gens, soit pour nourrir le texte, mais aussi pour transmettre cet amour-là. Merci. Merci à vous pour ce partage. Alors on va faire une petite pause, si vous voulez vous désaltérer, et on se retrouve dans un petit quart d'heure pour la suite.